Je dirais que aujourd'hui, il faudrait que les gens et les artistes prennent conscience que le plus important, c'est ce qu'ils ont à dire et pas chercher à copier ce qui est dit et fait aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec la surproduction dans tout ce qui est fait musicalement, le marché, pour moi, il arrive à une saturation où on va être obligé de revenir à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus humaines. Et si on n'a pas des choses à dire, bah... Bonjour tout le monde, bienvenue chez Coulisses, le podcast qui met en avant les prestataires liés à l'événementiel. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité, mais d'abord abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, liker, réagir à ces vidéos. Nous sommes également disponibles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide énormément pour le référencement. Likez, commentez également. Vous pouvez comme ça nous écouter en voiture, en faisant du sport ou tranquillement à la maison. Si vous voulez participer à l'émission, aucun problème. Envoyez-nous une demande à coulissespodcast@icloud.com. Je mettrai l'adresse en description et nous serons heureux de vous accueillir ici au studio ProShoot à Lausanne, à côté de l'aéroport, pour de nouvelles aventures. Maintenant, place à l'invité. Je me suis tout secoué, j'ai enlevé les miettes. Quand tu veux. Ouais. Salut à tous, c'est Vincenzo de Atom Studio et aujourd'hui, je fais mon coulisse. Ah, tiens, c'est un peu. Non, c'est parfait. C'est bon. Voilà. Eh bien, merci Vincenzo de venir à Atom Studio. Pardon, voilà, ça y est, je commence déjà les conneries. À ProShoot Studio pour faire ton premier coulisse. Je te remercie en tout cas. Donc, tu vas faire une petite présentation. Oui, je suis Vincenzo Loth. Je dirige. J'ai fondé Atom Studio, maintenant qui est une société Atom qui est un studio d'enregistrement, de production sonore, audiovisuel, musical, locaux de répétition. Ouais. Je suis aussi musicien, je suis batteur. Mon premier instrument c'est la batterie, mais je fais aussi de la guitare, d'autres instruments. Je suis ingénieur du son, je suis auteur, compositeur, interprète, arrangeur. Voilà, un petit peu multicasquette. Multicasquette, ouais. Et en plus, donc, Atom Studio, qui est juste en dessous du studio ProShoot où nous tournons actuellement. Donc, si jamais, une paire de coups. C'est clair, voilà. Sur un plan un peu plus personnel, est-ce que tu peux un peu nous raconter un petit peu d'où tu viens moi je suis originaire de Bastia. Ouais. J'ai fait toute mon enfance, ma scolarité sur Bastia. J'ai commencé la musique adolescent par la batterie, justement parce que mon père jouait de la batterie et ça a été pour ça que c'est mon premier instrument. La facilité de se tourner vers l'instrument qui était chez mes grands-parents. Ah oui, bien sûr. Voilà, et pendant toutes les vacances, à chaque fois, je jouais de cet instrument-là. Ensuite, je me suis très rapidement tourné aussi vers la composition parce que la batterie était chez mes grands-parents et ça me démangeait de pas pouvoir jouer de la batterie. Okay. Et je me suis mis un peu à la guitare et de suite, rapidement, enfin, c'était la composition qui est venue. Alors, vers quel âge à peu près? Alors, j'ai commencé à composer, j'avais 16 ans. Mes premiers vrais morceaux, on va dire, c'était 16 ans, c'était au lycée en seconde. Je faisais corriger mes textes par la prof d'anglais. Ah ouais. C'était, vraiment. D'accord. Et la batterie, tu m'as dit vers quel âge à peu près? 11 ans. 11 ans, ouais. D'accord, en effet, ouais. Ouais, donc commencer tôt. Ça y est, il devait y avoir du bruit à la maison. Oui, mes grands-parents, c'était assez bruyant. Mais mon grand-père était bruyant aussi, il écoutait les concerts de Johnny Hallyday à fond, donc c'était... D'accord. Donc, ok. Comment tes proches te décriraient? Alors, comment ils me décriraient? C'est pas facile, hein? Ouais. Je dirais qu'ils me décrivent, comme quelqu'un de sympa. Je pense qu'on est tous à peu près sympas. C'est déjà bien sûr, évidemment. C'est comme sympa, comme créatif. Créatif? Ouais, et du coup, on va dire peut-être des fois la conséquence du créatif, un peu rêveur ou un peu dans ma bulle. Artiste? Ouais. L'artiste? Ouais, si on veut résumer ça, vraiment, c'est ça. Sans prétention, mais voilà, c'est la bulle artistique. D'accord. Et sur le plan professionnel, je vois que, ta compagne te suit un petit peu, ton père, j'ai vu qu'il venait régulièrement, tout ça. Alors, au niveau
Tu veux dire au niveau professionnel, Ouais, mon parcours ou, Non, comment eux, ok. l'image que tu renvoies par rapport à... D'un bosseur, Ouais, en tout cas de quelqu'un qui est très investi dans ce qu'il fait. ouais, super. Et c'est ce qui est aussi une valeur, enfin une qualité comme un défaut quand on met pas ça à sa juste valeur. D'accord. Mais quand je me donne à fond. Ah, super. Sinon ça sert à rien. Bah oui, non, t'as raison. Super. Et sur un plan plus personnel, est-ce Ouais. que tu as une autre passion que la musique et le studio? Alors pas forcément. Je me passionne rapidement pour des choses sans avoir forcément le temps et l'énergie mentale d'aller. Mais pour te dire, il y a une dizaine d'années, je me suis passionné pour la photo. D'accord. Donc, voilà, j'en ai fait pendant une année. Je m'étais acheté un réflexe numérique, voilà. J'aime beaucoup la vidéo aussi parce que c'est un peu aujourd'hui quand on utilise les réseaux sociaux pour se promouvoir un petit peu, on est obligé de mettre de passer par là. Voilà. Ouais, d'accord. Mais sinon, ouais, je vais pendant un moment c'était les voitures. Activité sportive ou quelque chose comme ça? Très sportif, ça se voit. Alors oui, oui. Pourtant, autour de nous, on a de quoi faire. Oui, on les voit autour de nous. On les voit, hein. Mais oui, alors toute mon adolescence, en plus de la musique, j'ai beaucoup été passionné de foot. Ouais. J'allais voir tous les matchs du SCB. Le foot, j'en faisais 2-3 fois par semaine. Après, voilà, on va dire c'est des changements de vie professionnelle qui ont fait que c'était plus possible. Ouais, bien sûr. Et là, dur de raccrocher le wagon quelques années après. Ouais, tu peux toujours essayer. Oui, on peut toujours. Pour en revenir sur ton parcours professionnel, oui. Donc tu sais qu'ici chez Coulisses, on reçoit donc tous les prestataires qui sont liés à l'événementiel, quel qu'il soit, musique, tenue, enfin tout. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans ce milieu-là en fait? Parce que bon, t'es parti de musicien, tu composais tout ça, mais là carrément maintenant tu travailles avec des artistes, donc tu les aides à composer, à travailler sur leurs morceaux, tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Mais déjà, j'ai envie de dire pourquoi avoir créé le studio alors que j'aurais pu moi-même être client d'un autre studio. Tout à fait. En soi, puisque à la base, je suis artiste. Avant d'être technicien, je suis artiste. C'est parce que je voulais créer des conditions de travail que je trouvais pas ou qui me donnaient pas envie ailleurs. D'accord. Et c'est pour ça que je me suis dit, si je crée un environnement de travail qui me satisfait, sans être exigeant outre mesure, mais avec quand même un certain niveau d'exigence pour arriver à une qualité de travail, je me dis cet outil de travail va forcément correspondre à d'autres artistes, d'autres projets qui vont avoir besoin d'une infrastructure, de compétences, d'un lieu qui soit comme ça. Donc le studio Atome, tu l'as créé donc avec les besoins fondamentaux que tu avais toi et qui peuvent se transposer à d'autres artistes. C'est ça. Donc, et ça, créé un univers, un cocon ensuite qui est hyper sympa. J'ai régulièrement l'occasion d'y aller et c'est vrai qu'on s'y sent bien. C'est clair. Et on est toujours très bien accueillis. Oui, toujours le café. Toujours le café. Vous pouvez vous arrêter même, ne serait-ce que pour boire juste un café, discuter. Ça marche. C'est ça. Voilà. C'était quoi tes tout premiers contacts dans ce domaine? Parce que quand tu as commencé Atome Studio, est-ce que tu connaissais déjà quelques artistes ou... J'en connaissais le fait d'être musicien. Puis en premier, c'était batteur. Et comme les batteurs, c'est quand même une denrée rare, surtout sur l'île. C'est un petit peu comme ça que ça a commencé. C'est que les projets dans lesquels j'ai été batteur, quand je me suis mis à sérieusement vouloir faire de l'enregistrement, ça a commencé par les projets dans lesquels j'étais. Je dis, est-ce que ça te dit que je t'enregistre l'EP? Ça a commencé par Flo Marinach, qui m'a fait confiance sur son premier EP, donc en 2016. La même époque avec Robert Chantereau aussi. C'était des artistes avec qui je travaillais pour du live, sur des concerts, de l'animation, des choses. Et ça a été cette occasion-là. Et puis, de fil en aiguille, les projets dans lesquels j'ai été en batteur m'ont permis de rencontrer encore d'autres musiciens qui ont été dans d'autres projets, qui ont pensé à moi. Et vraiment, on va dire que toute la réputation du studio et les contacts se sont faits soit par le bouche à oreille, soit par les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. J'ai jamais fait de vraie campagne de pub, jamais mis un panneau nulle part. D'ailleurs, il n'y en a pas. Voilà, déjà, on trouve pas le studio, c'est dire. On trouve pas où il est. Mais même à l'époque où j'ai créé le studio à Corté, je donnais même des cours de batterie.
bah, ça se faisait en bouche à oreille, des premiers élèves qui savaient, qui ont demandé à d'autres, enfin qui ont proposé à C'est d'autres. vrai que tu as commencé par Corté. C'est ça. Vraiment, la première bulle, d'où le atome, c'est que la première bulle, le premier noyau, il était à Corté et il était tout petit, studio de 15-16 mètres carrés. Mais une grande chambre, quoi. C'est ça. En fait, c'était un garage qui avait été aménagé, aménagé avec vraiment deux pièces, des sanitaires. Il y avait tout en très petite échelle. Mais le but, c'était de se dire que même si c'est petit, bah, tout part de quelque chose qui est petit. La matière, tout part de l'atome. Ok. Est-ce qu'il y a une personne en particulier sur qui t'a compté, qui t'a aidé, ou alors qui t'a, je sais pas, inspiré ou... Bon, déjà, ma femme qui m'a toujours soutenu, alors que... Elle t'a dit vas-y fonce. Alors, je dirais pas vas-y fonce, mais elle m'a pas retenu. D'accord. Et c'est déjà, bien, alors bien, que, voilà, déjà quand on est créatif, on est artiste, on arrive à se nourrir d'abstrait. Et des fois, les femmes sont plus, je vais pas dire rationnelles, mais plus dans le concret. Alors alors qu'on est dans deux mondes complètement opposés. Et elle a cru en moi. Et ça, c'était énorme. Alors que en partant vraiment de rien et se dire bon, autant je me trompe. Pour l'instant, je me suis pas trompé. En faisant les choses progressivement, je me suis pas trompé. D'accord, super. Et ça a amené en plus à évoluer. Oui. Super. On va rentrer un peu plus dans ton métier. Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste un peu plus précisément? Alors, on va dire... pour les gens qui ne connaissent pas. Ouais, pour les gens qui connaissent pas, j'ai envie de résumer. C'était le slogan que j'avais utilisé il y a quelques années. C'était « Soyez inspirés, je m'occupe du reste ». En fait, c'est un petit peu ça. C'est un musicien, un artiste... quel qu'il soit, hein, artiste, ça veut pas dire être artiste, avoir une carrière. Artiste, c'est quelqu'un qui crée, qui a envie de montrer ses créations pour moi. Ouais. Et qui viendrait avec une idée. Je suis là pour l'accompagner à arriver à ce qu'il entende l'idée qu'il a dans la tête. D'accord. Mon objectif, c'est ça. Alors, et c'est pour ça que je suis multicasquette. Je vais prendre la casquette qui lui est la plus appropriée. Est-ce que c'est un compositeur parce qu'il a des idées mais qui sait pas les mettre en musique? Est-ce que c'est un auteur parce qu'il a besoin de texte ou qu'il a besoin plutôt d'un directeur artistique qui va mettre en relation, je ne sais pas écrire même si j'écris un petit peu en corse, mais je vais mettre en relation avec un vrai auteur corse, par exemple Tito Limongi avec qui je travaille, un coach vocal. Voilà, ça va être le côté réalisateur artistique. Et après, il y a aussi des artistes qui viennent, qui ont leur maquette et qui disent juste maintenant, j'ai ça, je veux que ça sonne comme si c'était sur un album, que ça sonne pour passer en radio. Et là, on va dire, je prends la casquette un peu plus technique, où là, on est ingé son, enfin, je suis ingé son et je m'occupe de tout ça. D'accord. J'allais dire jusqu'au pressage à la distribution, non? Alors, pressage, sauf erreur de ma part, encore, s'il n'y a personne qui fait du réel pressage. Donc, souvent, je mets en relation avec les prestataires que j'utilise régulièrement. Toi, j'aiguille. Tu aiguilles. Une fois que le produit est prêt. C'est ça. C'est ça. Je dis, commandez à tel endroit. Voilà. Après, pour la distribution numérique, pareil, je donne les clés. De dire, il y a telle et telle plateforme qui permettent de faire ça, telle a tel inconvénient, tels avantages, une autre. C'est quoi à peu près la part maintenant du support physique et le support numérique? Alors, moi je vois, même si le CD pour moi est mort, parce que de toute façon plus personne n'a de lecteur, même les ordinateurs portables, les voitures qui sortent maintenant, les voitures il n'y a plus rien, à moins d'avoir un lecteur Blu-ray à la maison, mais ça devient rare avec les plateformes de streaming. En plus. Voilà, donc on va dire, moi je vois le CD comme étant un goodies, un objet collector. Tout à fait. La clé USB, elle se situe un petit peu entre deux. Elle peut avoir quelque chose d'utile, mais il faut, pour moi, qu'elle ait aussi une valeur collector. Sinon, ça sert à rien. Et après, il reste, il y a tout ce qui est plateforme. Tout ce qui est plateforme, les gens, 90%, c'est ça. C'est 90%, c'est ça, mais ça monétise rien. Je veux pas, à la louche, je me demande si c'est pas 1 euro les 200 ou 300 écoutes. Ah ouais.
Je crois que c'est du 2 centimes l'écoute, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est vraiment Suivant les plateformes, c'est incroyable. Hein, c'est encore, il y en a, je crois que 0,07 euros, donc on n'est même pas à 1 centime d'euro suivant les plateformes. Pour gagner sa vie correctement, faut... C'est pas possible. Il faut faire, même quelqu'un qui fait des millions d'écoutes, en finalité, un artiste qui, pour peu qu'il soit dans un label ou qu'il ait un producteur, il va toucher encore un pourcentage de ça. Ça permet pas de justement, nourrir, quoi. Justement, est-ce que l'artiste a meilleur temps, lui, s'occuper de cette partie-là, de diffuser sur les plateformes de streaming et de récolter en fait toutes ces écoutes lui-même tout seul, que de passer encore par un agent ou une... Ça, c'est sûr. L'autoproduction, pour les petits artistes, l'autoproduction, c'est ça. Voilà. Ça veut dire que c'est un job à temps complet. Pour moi, on peut pas être en autoproduction si la musique, c'est juste un passe-temps. Parce que ça demande énormément plus de temps dans la communication, dans la gestion du projet que dans la partie création. Donc, il faut être entouré et avoir une petite équipe autour de soi qui permet ça, soit s'entourer comme le studio qui permet aussi de déléguer ça soit à moi, soit à mes collaborateurs, à ceux avec qui je travaille, qui sont dans ce domaine-là. Mais sinon, aujourd'hui, quand on démarre, il vaut mieux être en autoproduction et le peu qu'il y a à récolter, au moins récolter 100% du travail, quoi. Quand on démarre, on a un petit peu l'impression que c'est plus un plaisir de sortir son EP ou enfin ça coûte de l'argent tout ça, même si on fait appel pas trop à tes services et on essaie d'en faire un peu soi-même, ce qui est possible, hein, parce que pour économiser un peu d'argent, pour déléguer ce qu'on sait vraiment pas faire et essayer d'en faire un petit peu, mais ça coûte quand même assez cher pour pas des beaucoup potentiels retombées. Surtout, on va dire, au niveau insulaire. Alors, voilà. J'allais y venir. Il faut sortir. C'est ça. Ce qui est très compliqué, c'est que, imaginons un jeune artiste qui fait de l'anglais. Parce que c'est ses influences. Ok. C'est très bien. Pour faire de l'anglais, il faut déjà être très bon en anglais. Parce que si c'est pour se contenter d'un marché français, marché français, il est saturé par de l'anglais qui vient de l'international. Bien sûr. Et si on veut se démarquer à l'international, il faut être très très bon. Il y a, j'avais fait une formation en musique business il y a 4 ans. Donc les chiffres, ils ont forcément changé. Mais le formateur nous disait tous les jours, il y a environ 50 000 titres qui sortent sur Spotify. Sur ces 50 000, environ 30 000 sont en anglais. Ah ouais. Donc, imaginez, pour se démarquer, rien que sur les 30 000 qui sortent dans la journée, il faut avoir un niveau, soit de finesse dans le travail qui est fait, soit une différence, et le mieux c'est d'avoir les deux, d'être très bon et très différent pour se démarquer. Donc, sans dire c'est peine perdue, mais ça veut dire qu'on peut pas tout miser sur juste faire quelque chose de bien. Mais il faut le faire bien, parce que sinon c'est sûr que pour le coup, si on est jugé sur la qualité et sur l'anglais par exemple, c'est mort. Donc pour quelqu'un qui est insulaire, ça demande d'aller chercher vraiment ailleurs, donc d'élever son niveau. Quelqu'un qui ferait du corse, ça peut faciliter, ça c'est évident, mais là encore, il faut proposer quelque chose de différent sans être trop différent. C'est qu'il faut que ça n'interpelle pas trop, enfin, il faut que ça interpelle l'auditeur corse, mais il faut pas que ça le choque. Donc là encore, on est sur un positionnement, oui, pourquoi pas un peu traditionnel, mais si ça ressemble à un tel, on va pas remarquer c'est quoi ma différence entre moi ou quelqu'un d'autre. Donc c'est tout un travail, un positionnement, et je trouve que le gros désavantage, c'est que le marché musical est assez fermé parce qu'il y a des groupes, des artistes emblématiques on n'est que 350 000 habitants et à un moment donné, si eux veulent continuer à gagner leur vie, il faut qu'ils... La Corse s'exporte quand même pas mal sur le continent, même dans les pays frontaliers. C'est là où ça peut être intéressant, mais c'est une prise de risque. Et de tous les artistes que je côtoie, peu prennent le risque. Parce que c'est aussi se confronter à un double risque, celui de se voir refuser la langue corse,
Alors, en Italie, moi, les meilleurs retours que j'ai eus sur les projets que j'ai sortis en langue corse, c'était en Italie, au Brésil, des pays. Mais l'Italie, ils sont friands. Pour eux, c'est un dialecte italien. Ce qui est en soi, fondamentalement, c'est ça. Ils comprennent les paroles, ou en tout cas, ils comprennent l'essence des paroles. Donc, il y a quelque chose à aller chercher là-bas. Mais puis il y a une sonorité peut-être aussi. Oui. Mais le deuxième risque, donc le premier, c'est que la langue, elle passe pas, mais ça peut passer. Le deuxième, c'est de faire quelque chose de suffisamment qualitatif, parce que par le marché italien, on est largement au-dessus du marché français. En termes de musique, tout ce qui sort musicalement en Italie, on est plus proche de l'Angleterre et des États-Unis que de la France. Donc les Italiens ont une oreille beaucoup plus développée sur la musique. Il peut y avoir des choses très chansons italiennes qui peut passer ringarde, mais vraiment la variété italienne telle que on la connaît tous, Laura Pausini, tout c'est très sentimental, tout ça. Mais à côté de ça, il y a de l'urbain hyper moderne, mais on est largement au-dessus de l'urbain français. Donc ça veut dire celui qui voudrait faire de l'urbain en Corse et se démarquer en Italie, il faut qu'il mette la barre très haut. D'accord. Pour moi, après je peux me tromper. Quelle est la partie de ton travail que tu préfères? Vraiment la partie créative. Ça, c'est ce qui me plaît dans l'accompagnement. C'est cette sensation où l'idée de quelqu'un me donne des idées, je partage mes idées, ça redonne des idées. Et en fait, c'est un petit peu voilà, quelque chose qui s'auto-alimente jusqu'à arriver à un travail où on se dit, bah, ça y est, là, on a abouti, on a trouvé la bonne idée, on va l'enregistrer. Ou même pendant l'enregistrement. Vraiment, les phases d'enregistrement pur, lorsque les musiciens, le projet a une direction artistique bien définie, là je me régale parce que là quand on me laisse aussi la place de donner mon avis, de tenter des choses, ça c'est cool. Et après la partie mixage, c'est top aussi, c'est de donner vie à la matière qui a été enregistrée. C'est après la partie que j'aime le moins, c'est tu vois le projet évoluer, naître quoi finalement. C'est ça, c'est ça. La partie moins, mais comme dans tout métier, c'est la partie purement technique, du montage, de l'editing, en fait. J'allais y venir, justement. Ouais, on se connaît, on prend beaucoup de café ensemble, on sait de quoi on parle. La partie la plus difficile, j'allais te demander, mais bon. Difficile, oui, enfin, la moins agréable, on va dire. Oui, on va dire, c'est ça. Il y a deux choses, on va dire. La partie vraiment editing, donc la partie où le recalage rythmique parce qu'on chante pas parfaitement ou on joue pas parfaitement sur le temps. Et des fois, il y a des projets qui demandent que ça soit très chirurgical, d'autres moins, parce que c'est plus organique. Donc cette partie editing où on va supprimer des bruits parasites, supprimer parce que peut-être que le chanteur, voilà, il avait la bouche un peu sèche, donc bouche un peu pâteuse, des bruits de claquement de bouche. Donc ça se supprime. Des respirations un peu pressées, un peu, donc ça, on le retravaille aussi. Parce que l'editing, même si c'est ma partie la moins préférée, elle est indispensable parce que sinon le mix, il pourra pas sonner. Les meilleurs instruments mixés de la meilleure des façons, s'ils sont pas en phase, c'est mort. Ça sonnera pas, on n'aura pas l'impact, on n'aura pas la dynamique voulue. Et si sur un chanteur, voilà, on n'a pas réajusté un petit peu, corrigé la justesse parce qu'il y a des endroits où on a favorisé l'interprétation et l'intention, mais ça accroche un petit peu, on n'est pas vraiment sur la note et qu'on n'aide pas, bah, ça va distraire l'auditeur. Donc, il faut trouver de quoi assainir un petit peu tout ça pour que l'écoute soit facile et que le mix, il permette à la matière d'exploser. Et l'autre partie que j'aime le moins, c'est la partie commerciale des choses, mais on va dire, moi, me vendre. Vendre les prestations du studio, vendre, on va dire, parce que je pense comme tout artiste qui a un petit peu cette crainte d'être confronté à comment est perçu son résultat, je pense que pour moi, démarcher, faire le commercial de mon propre travail, c'est un peu, peut-être, s'il y a du refus, être confronté à ce que c'est la valeur de mon travail qui est jugée, alors que peut-être c'est juste que ça ne m'intéresse pas, point. Oui, après, pas tout le monde... C'est pour ça que c'est un peu... Je pense que c'est le côté artiste, le défaut de l'artiste qui prend le dessus à cette... Les artistes, ils ont toujours du mal un petit peu à... C'est ça. À se vendre un peu. C'est ça. C'est compliqué. Compliqué parce que c'est une autre facette, et ça oblige à sortir de la bulle artistique, d'être dans une bulle beaucoup plus... c'est une réalité aussi. C'est ça. Ouais, et la réalité, elle est compliquée. Les artistes, ils n'aiment pas ça. C'est ça.
Donc Vincent, Vincenzo, excuse-moi. Oui, ouais, c'est les deux, c'est les deux. Vincenzo, une anecdote drôle, ou marquante ou touchante ou... Drôle. Alors, je vais plutôt partir sur une anecdote touchante. C'est rarement mon cas. Je suis plus sur des choses drôles, mais là, on va partir sur quelque chose de touchant. C'était pendant la période Covid, le studio était à Corté et j'avais eu l'occasion d'enregistrer Muriel Robin pour le doublage d'un documentaire sur une histoire assez dramatique en Corse en Corse de femmes battues. Et ça m'avait marqué cette actrice comédienne qui est très normalement très enjouée. Elle est arrivée, elle avait beaucoup de l'humour, le petit truc. Oui, bien sûr. Quand elle est rentrée dans le personnage. Ouais, dans le personnage, voilà. C'était même pas un personnage. En fait, c'était juste le ton, voilà, qu'elle devait prendre parce que voilà, c'était pas du tout une histoire drôle, quoi. Enfin, ouais, d'accord. C'est impossible d'être ce qu'elle est habituellement et qu'elle s'en était même excusée de dire désolé, vous avez là pas la Muriel Robin laquelle vous avez l'habitude. Oui, parce que c'est comme une comique, donc. Ouais. Et là, ça avait été. À ce que ça rigole, et qu'elle soit joviale et tout. Et ouais. Là, c'est vrai. Et ça m'avait touché. C'était pour quoi? Pour un reportage, enfin un documentaire de RMC Story sur l'assassinat de Julie Douib à Île-Roux-sous-Calvi. Voilà. Et c'était un reportage qui relatait tout ça. Ok. Je savais pas que c'était elle qui avait fait ça. Ouais. Donc très très dur parce qu'en même temps qu'elle doublait, par moment on entendait le reste les témoignages. Donc c'était quelque chose d'assez émotionnellement intense pour toute l'équipe qui travaillait à ce moment-là. Il y avait une réalisatrice du continent, une journaliste réalisatrice, mais c'était une expérience très très enrichissante et de voir aussi l'autre facette de comédiens connus qui en fait, ils aiment faire rire, ils aiment faire rire, mais c'est des gens, aussi, ouais. D'accord. Bon, ça c'est l'anecdote touchante. Après, les anecdotes drôles. Il y en a, mais on va rester. On va rester sur ça. On va rester sur ça. Venez au studio, on partagera ça autour d'un café. Un événement mémorable auquel tu as participé. Alors, organiser ou participer? Alors, moi, je dirais participer en tant que spectateur. C'était. Alors, je vais en dire deux pour deux raisons. Un, c'était en 2016, j'avais vu le concert de Coldplay à Nice. Donc, Coldplay. J'ai vécu quelque chose de hyper intense et pareil émotionnellement parce que Coldplay, c'est leur fond de commerce. On en met plein la vue, plein les oreilles, et j'ai trouvé ça magnifique. Vraiment, plus que le son. En quelle année, de 2016 ou 2017. Ouais, je crois qu'on y est. Au Palais Nicaïa. À l'arrière du palais. Non, c'est pas celui-là. Et c'était formidable. Donc ça, on va dire, c'est pour le côté, ça c'est le genre de concert que j'aimerais faire, pop rock, ce type de concert-là. Voilà, ça m'a marqué. Deuxième concert qui m'a énormément marqué, c'est d'un artiste que j'aime énormément, qui s'appelle Steven Wilson. C'est un auteur-compositeur britannique de rock progressif. Et je l'ai vu en concert en 2018 au Silo à Marseille. Pas grand monde ce soir-là dans la salle. Par contre, je suis ressorti bouleversé. Musicalement, voilà, c'était exceptionnel. Et c'est ça, en fait, qui m'a bouleversé, c'est de me dire, en fait, j'ai été profondément touché par le niveau de ce que j'ai vu ce soir-là. Le niveau technique de chaque musicien en individuel, parce que j'ai analysé le soir. Ouais, bien sûr. J'étais même pas là en spectateur, j'étais là en professionnel qui analyse tout ce qui se passe comme si j'étais en cours, quoi. D'accord, ouais. Et là, tu en as pris plein les oreilles. En plus de ça, donc chacun individuellement extraordinaire, un niveau musical extraordinaire, un niveau son, une qualité sonore mieux qu'un album, et visuel. Il y avait il y avait un écran à l'arrière qui projetait des choses, il y avait par devant de la scène un autre voile qui, sur certains titres,
Quand il y avait ce voile, projetait autre chose, ça faisait un petit peu une animation 3D de ce qui se passait parce qu'il y avait deux Incroyable. écrans, en plus d'avoir le groupe qui Ouais, c'était un était show, en quoi, un ombre. show. Ouais. Un vrai show. Et j'en suis ressorti bouleversé à me dire, en fait, est-ce que ça vaut le coup que je continue à faire de la musique si c'est pas pour arriver à faire ça? Ah ouais, carrément. Et ça m'a bouleversé pendant plusieurs jours. Ah ouais. Et finalement, bon, vu si tu me vois là, c'est que je me suis dit, bah tiens, bah, ces gars-là qui étaient en face de moi, c'est des gars qui ont 30, 40 ans de plus que, enfin, qui ont 30 ans de plus que moi. Je me dis, bah, on verra où je suis dans 30 ans. Oui, tout à fait. Voilà. Je te le souhaite en tout cas. Ouais, oui, ouais. Moi aussi, sinon j'aurais fait tout ça pour rien. N'oublie pas, je suis dessus. Hein. C'est clair. Pour en revenir à l'événementiel, quelle est ta vision un peu de ton travail, enfin du marché de ton travail en ce moment par rapport à l'événementiel ou tout, par rapport à ce que tu proposes par rapport à ce que je propose, ouais. Je dirais que aujourd'hui, il faudrait que les gens et les artistes prennent conscience que le plus important, c'est ce qu'ils ont à dire et pas chercher à copier ce qui est dit et fait aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec la surproduction dans tout ce qui est fait musicalement, le marché, pour moi, il arrive à une saturation Ouais. où on va être obligé de revenir à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus humaines. Et si on n'a pas des choses à dire, bah... C'est vrai que depuis quelques mois, voire quelques années, on voit beaucoup des reprises, des choses comme ça. On a l'impression d'écouter un peu, pas la même chose, mais disons que voilà. On a l'impression que les nouveaux arrivants, ou même certains c'est pas des nouveaux arrivants, hein, vont taper dans les chansons des années passées et remixent un peu tout ça. Ça a toujours été un peu le cas, mais avant. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ou très peu. Alors, il y en a certains encore qui le font, pas de problème, il y a toujours des grands artistes. Mais on a l'impression que ça tourne un peu en rond, non? C'est moi ou... C'est vrai. Enfin, moi j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir séparer deux choses. L'industrie de la musique et l'artistique, l'artisanal dans la musique. L'industrie de la musique, c'est comme dans tout. Le cinéma, c'est ce qui engrange le plus d'argent aujourd'hui dans l'industrie artistique, artistique qui engrange le plus d'argent. Je crois que le deuxième c'est la musique, mais en premier c'est le cinéma. Ouais. On peut pas rivaliser, même un film d'auteur, il peut pas rivaliser avec un Marvel qui sort avec des budgets où il y a des centaines de millions. Mais est-ce que ça veut dire que il n'y a pas le public pour un film d'auteur? Oui, il y est. Bien sûr. Pour moi, il faut revenir à cette essence-là. Il y a quand même des gens qui ont des choses à dire, même dans les films d'auteur. C'est pour ça. Et pour moi, il faut revenir à ça. Pour ça que j'essaye de mettre en avant des showcases intimistes, acoustiques au studio, pour en fait, pour moi, il faut que la musique aujourd'hui, elle permette aux gens de se connecter, soit entre eux, avec des gens qui partagent cette même sensibilité musicale, soit avec un artiste parce qu'il a des choses à dire, parce qu'il évoque des choses. Et on s'en moque que ça soit pas ultra parfait comme le dernier Taylor Swift, parce que sur un titre, il y a des centaines de milliers d'euros pour un titre qui sont mis en jeu, centaines de milliers, pour pas dire des millions. On peut pas rivaliser, mais par contre, quelque chose qu'on a à dire et qui peut toucher, ça, je dis dans un podcast que je suis en train de faire, c'est l'intention qui compte. C'est pas forcément le meilleur micro. J'ai déjà des artistes qui m'ont envoyé un mémo fait avec le téléphone de eux avec leur guitare jouer une chanson où j'étais à deux doigts de pleurer parce que je me dis mais ce que tu m'as envoyé là, ça il faut la garder l'essence. Le jour où on va tout réenregistrer, il faut garder ça. Pourtant c'était mal enregistré, mais parce que ça m'a touché. Et pour moi c'est ça, l'essence des choses elle est là. D'accord. Du coup, tu as répondu à plein de questions que je voulais te poser en même temps. Ouais, pardon. Non, mais c'est parfait, très bien. Comme ça, on a glissé dans la continuité. Donc, si tu pouvais changer quelque chose vraiment dans ton métier, s'il y a quelque chose qui, pour toi, passe pas ou... Ouais, alors passe pas chez moi ou passe pas dans la façon dont c'est fait dans le métier. La façon dont c'est fait dans le métier. Ouais. Quelque chose que tu comprends pas. Alors, pas que je comprends pas. Mais dans le sens où il
il faut laisser la place au risque et à des nouveaux regards. Ouais. Je dis pas que j'ai un nouveau regard, par exemple, j'ai aucune légitimité à ça, mais c'est toujours cette philosophie, et pourquoi pas? C'est pour ça que souvent, même dans des registres où je suis pas habitué, un artiste il va me faire écouter quelque chose, est-ce que ça te dit qu'on collabore? C'est pas de dire pourquoi je collaborerai avec toi, c'est plutôt l'inverse. Et pourquoi pas? Ouais. Qu'est-ce qui m'empêche de... Et c'est juste ça au niveau de... Que ce soit au niveau insulaire, au niveau national, c'est d'avoir un peu plus de place, de donner un peu plus de place aux gens qui sont pas déjà en place. C'est juste pour leur donner leur chance d'être écoutés, de dire tiens, mais il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher chez cette personne, en tant qu'artiste, en tant que technicien, en tant que lieu. Si un artiste a quelque chose à dire, faut pas qu'il hésite, faut qu'il essaye. Ouais. Hein? Mais c'est vrai que c'est compliqué. Oui. Alors après, bon, c'est facile à dire. Effectivement. Ça. Mais bon, sinon vraiment, on a envie. C'est ça. Pourquoi faut pas lâcher. Non, faut pas lâcher. Ok. Alors, on va venir à tes projets. Oui. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent chez Atom Studio. Ouais. Voilà, raconte-nous un petit peu. Alors déjà, tu en as parlé tout à l'heure, un petit peu tes showcases. Alors ça, moi, je trouve ça super intéressant. Si tu veux présenter un petit peu. Là, on va essayer de développer ça de façon un peu plus... Si tu veux en parler. Oui, bien évidemment. Un peu plus régulière. D'essayer peut-être d'affiner le concept. En général, chaque fois qu'il y a un showcase, je tourne un petit podcast vidéo de l'interview de l'artiste aussi. Ouais, voilà. Super, ça. Le nerf de la guerre, comme dans tout, c'est l'argent. C'est pour faire les choses bien et tu le sais, tu es bien placé pour le savoir. Pour être équipé, ça demande du budget. Donc, pour faire les choses bien, il faut être équipé. Donc, c'est un petit peu ça qui demande à être affiné. Donc, les showcases, ça va reprendre très bientôt. Ça se passe donc au studio, dans la live room, dans la grande live room. Voilà, on peut faire des showcases entre 20-30 personnes maximum. Et le but, c'est que l'artiste puisse se présenter dans un contexte intimiste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être des nouveaux artistes, des nouveaux arrivants qui peuvent juste se faire connaître, tester un peu la scène, j'allais dire entre parenthèses, voir un peu se mettre dans l'ambiance. Et ça peut être aussi des artistes qui sont déjà existants et qui sortent un nouvel album, qui veulent sortir un nouveau titre dans un petit coin intime avec des gens... Pas trier du tout, c'est pas la question. Non, mais dans un showcase intime, quoi. 40 personnes, 30 personnes. Ouais. Le but, c'est ça. J'ai eu de la demande là où je suis content. C'est que les derniers et parmi les prochains qu'il y aura, c'est eux qui sont venus à moi me dire, mais tu sais, tu as besoin de le faire. Je dirais pas le nom parce que voilà, mais quelqu'un ça m'a beaucoup touché qui me le dise et qui m'est relancé encore, me dit, regarde, je t'oublie pas et tu m'oublies pas. Quand tu veux le faire, tu m'appelles, on le fait et on fait les choses bien. Si ça peut t'aider aussi avec l'émission à avoir une petite visibilité supplémentaire et donc donner de la visibilité supplémentaire à d'autres artistes émergents, je suis là. Donc voilà. Et en plus à moindre coût, parce que ça revient pas très cher, ça se fait connaître un petit peu. C'est ça. À cette occasion-là, on fait toujours quelques photos, quelques vidéos, ça passe. C'est ça, on passe un moment ensemble, on commande toujours 2 pizzas, enfin un peu plus, quand même, pour 30. Ça va pas faire mais le but, c'est ça, c'est qu'il y ait le moment du concert et le moment de l'échange. Parce que pour moi, ce qui est très important, surtout pour des artistes émergents, c'est de construire un premier cercle de fans, de gens qui sont engagés autour. Ces 30 personnes-là, ça va être les 30 personnes qui vont amener chacune 2-3 personnes pour un prochain gros concert. Donc, ça veut dire que c'est 100 personnes qui sont acquises, sans grosse communication. Voilà, en plus, ces personnes en profitent, un petit coup sur les réseaux sociaux, tout ça, à droite à gauche. C'est ça. Et ça, c'est la force, on va dire, du local en Corse. Ouais. On peut jouer sur ça, faisons-le. Ouais, et ensuite en projet, il y a des projets. Il y a des projets. On va pas pouvoir tout dévoiler. Il y en a que tu connais et qui sont ce que j'aimerais dire, mais je peux pas pour l'instant. Ce que tu veux parler. Il y a quand même l'envie de faire des concerts plus gros. Voilà, comment ça viendra avec le temps, mais il y a des choses qui s'affinent, de créer vraiment des événements. Tu commences déjà à y réfléchir, même si c'est déjà un peu avancé déjà. Oui, de façon très avancée, de réfléchir même à des artistes qui pourraient venir pour ce genre de concert-là. Il y a aussi un projet qui va être intéressant. Là encore, on est au stade de l'étude, mais
comme on en a déjà parlé sur les réseaux sociaux, donc c'est pas un secret. Un batteur du continent, batteur professionnel qui a joué avec beaucoup d'artistes français, qui viendrait faire un masterclass. D'accord. Le but, c'est de faire un masterclass à la carte avec donc soit un masterclass de 2 heures en spectateur pour des batteurs qui seraient intéressés, mais aussi possibilité de faire une journée totale en immersion avec le batteur pour un petit groupe qui le souhaiterait, où il y aurait vraiment tout un côté, comment ça serait aussi un moment de détente, visiter un peu Bastia, manger un bout ensemble. Ben forcément, ça va permettre d'échanger un peu plus avec le batteur que lorsque c'est devant un groupe avec tout le monde. Donc, il va pouvoir échanger des tuyaux, des expériences très enrichissantes. Ouais. Et ça se conclurait le soir après le masterclass par un concert avec un artiste. Ah. Donc ça, avec un artiste insulaire avec qui déjà le batteur a déjà joué. Donc, pour boucler un petit peu la boucle, de dire, faire le lien entre ce qui se passe ailleurs et ce qui se passe ici. D'accord. Donc ça, il y a du concret là-dessus. Après, d'autres. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Le but, c'est de développer ça. Après, dans tous les domaines, il y a le coach vocal, Michael, qui est là, qui a un bon réseau aussi dans le chant sur le continent et à l'international. Donc, le but, c'est aussi, là, sans trop s'avancer, mais voilà, c'est de donner accès aux chanteurs insulaires à des techniques vocales ou de l'expérience vocale qui vient d'ailleurs et qui fonctionne à l'international. Voilà, à budget plus limité que si il fallait partir un jour de formation sur Paris, entre le billet, l'hôtel, tout ça, ça coûterait beaucoup trop cher. Alors de faire venir, ça aura un coût quand même. On peut pas se permettre on peut pas faire ça gratuitement, même si l'envie elle y est. Mais de donner une accessibilité à la culture. C'est complètement différent à ce qui se fait se fait pas en tout cas jusqu'à maintenant ça. Ça se fait à certaines échelles. On va dire que c'est souvent des structures associatives qui font ça. Là, moi, je le vois surtout avec un regard. Faut dire ce qui est. Je suis dans le business, quoi. Enfin, c'est mon gagne-pain. Aujourd'hui, le studio, c'est mon gagne-pain. Mais mon envie, c'est que les gens avec qui je travaille, ils puissent avoir les moyens de faire encore mieux que ce qu'ils font. Donc, et c'est dans mon intérêt parce que ça veut dire que je vais avoir moins de retouches à faire, moins d'editing à faire parce qu'en amont, ils sont encore plus préparés. Et donc, les phases qui me plaisent le plus, l'enregistrement et le mixage, là, on explose tout parce que tout le monde va être à l'aise dans les parties qu'il a à faire. Et le but, c'est ça, donner cette accessibilité-là à une forme de professionnalisation dans le domaine de la musique grâce à des valeurs qui viennent de l'extérieur, couplées aux valeurs et au potentiel qu'on a en Corse. Pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne matche pas. Bon, génial. Encore un autre projet, peut-être? Alors, un projet, il s'agit d'un projet plutôt... vraiment, t'as des choses qui sont en route, là. Voilà, on va parler un petit peu de tes podcasts? Oui, il y a ça. Il y a les podcasts. Podcasts, c'est un petit peu sur comme si c'était des éditos, sans dire des billets d'humeur, mais des éditos sur ma vision du travail en studio, ma vision de la musique, qu'on soit en Corse ou ailleurs, sur quoi il faut miser, comment on se prépare pour venir en studio. Voilà, il y a une série de podcasts, il y en a une 30aine de prévus. Des podcasts de 3 minutes. On mettra le nom du podcast en description. Ouais, parce que ça va sortir dans pas longtemps. Au moins le premier, au moins que je puisse mettre le nom. Voilà. Pas te faire mentir à dire le nom. Le nom s'affiche, et non. Donc il y a ça. Il y a aussi des projets musicaux. Il y a l'album notamment de Robert Chantereau qui est en cours. C'est un magnifique projet sur lequel j'ai la chance. Robert, je travaille avec lui depuis plus de 10 ans. J'ai la chance d'être compositeur sur de l'album entier et des titres qui vont sortir aussi avant, 2 singles qui vont sortir avant, d'être le réalisateur artistique du projet, l'ingénieur du son, c'est l'arrangeur. C'est un gros challenge. Il me fait énormément confiance. Ça, je vais pas dire que c'est une source de pression, c'est juste la pression de bien faire. Mais tout se passe à merveille. Tous les musiciens qui viennent dans le projet sont autant investis que nous tous sur le projet. Vraiment, ce projet-là. C'est pour bientôt. Les premiers titres vont sortir avant la fin de l'année. Un premier titre, un deuxième titre
titres en début d'année prochaine. L'album sortira en octobre 2026, donc dans un an. Ouais. Mais après, on est pourtant à un an de la sortie. On sait déjà que ça va être le calendrier, il est serré. Ah ouais, mais c'est top. C'est ça qui est top, c'est qu'il y a un engagement. Et toi aussi, tu sors régulièrement Oui, des titres. des titres. Ouais, on essaye. Ouais. On essaye de trouver le temps, l'énergie entre temps. T'en as sorti un il y a pas très longtemps. Ouais, il y a Kampa qui est sorti il y a pas longtemps, qui a eu Ça fait déjà non. avril Avril ou mai. Ouais. Tu m'as fait l'honneur de me faire la pochette. Ah, Merci. l'honneur est pour moi. Ah oui. Il y a plein de titres en préparation. Il y a des titres en préparation. Ouais, il y a plusieurs titres en anglais, vraiment style pop rock entre Ed Sheeran, Coldplay, un peu ce style-là. En Corse aussi. Dans ce style-là, là, c'est juste qu'il faut que je trouve le temps de m'y mettre. Il y a un album rock progressif, j'en parle depuis des années, mais là, il est plus prêt que jamais. Il est chaud bouillant. Ouais, avec il y a toute une histoire dystopique qui se passe dans le futur. Ça sera une série de 3 albums. Le premier, la maquette est totalement terminée. Le musicien, le guitariste qui va jouer dessus, ça y est, je l'ai enfin trouvé. Ça, c'est un super projet que j'espère même pouvoir défendre à l'international, même s'il est en français, mais surtout proposer le concept pour l'adapter à la télévision, enfin en tout cas Netflix, Amazon, tout ça, parce pour moi, il y a un réel potentiel sur cette histoire. Donc voilà, je pense que je me mets un peu la pression sur tout ça. Donc Bon, plein de les choses projets, ils sont, mais voilà. Mais là, quand, je sais pas. T'es booké jusqu'en 2028, 29 31. 31. Non, ouais. Bon, il y a toujours de la place pour faire des projets. Ouais, super. Eh ben, c'est bien, Vincenzo. Où on peut te contacter? Vas-y. Alors, les réseaux sociaux, sur la page, soit sur ma page perso, qui est aussi une page pro, Vincenzo Lot, pareil sur Instagram, les pages de Atom Studio, ou sinon venir prendre le café à Atom Studio, ici à Luchan. Donc, à Luchan, pas loin de l'aéroport. Ouais. 40 secondes précisément entre la sortie du terminal et le studio. C'est un argument de vente pour faire venir. Exactement. Parce qu'en plus, tu as des gens qui viennent de Paris et d'autres qui viennent chez toi. Et ça, c'est un des derniers qui est venu, qui a dit c'est la première fois que je vais dans un studio aussi près d'un aéroport. 40 secondes, c'est imbattable. Je dis mais c'est évident. Quel argument. Bon, merci beaucoup, Vincenzo, merci à toi de m'avoir accordé cette interview. Merci. Et puis, on espère que plein de monde viendra te voir et boire cet excellent café que tu nous fournis à chaque fois. Merci beaucoup. Merci à toi.